Des taches de café sur un tableau de bord. Une milliardaire sur le siège passager. Ce n'était pas exactement comme ça que mon samedi devait se dérouler. J'étais censé construire une forteresse en Lego bancal avec ma fille de 7 ans. Au lieu de ça, je me suis retrouvé dans une immense véranda. Elle était remplie de ballons pastels et de richesses héritées. Je serrais maladroitement un minuscule body en coton biologique. Le pire, ce n'étaient pas les enfants qui criaient, ni les regards à peine voilés et critiques de l'élite de Manhattan. C'est quand l'hôtesse nous a regardés. Elle a souri d'un air prédateur. Et elle a posé la question qui a changé notre dynamique pour toujours. Les néons ont un bourdonnement particulier à 20h un vendredi soir. C'est le bruit d'un immeuble qui se vide lentement. Des centaines de vies retournent à leurs propriétaires légitimes. Seuls les retardataires restent. J'étais généralement l'un de ces retardataires. Mais ce soir, je devais absolument partir à l'heure. La pièce de théâtre de l'école de Claire était demain matin, et j'étais à une crise mineure de ne pas finir de coudre les feuilles en feutrine sur son costume d'arbre parlant. Mon bureau était un monument au chaos organisé. Des piles de projections trimestrielles côtoyaient une brique de jus à moitié vide. Il y avait aussi un dessin, au crayon d'un chien profondément asymétrique. J'étais en train de finaliser un email pour l'équipe juridique. C'est alors que la lourde porte en chêne du sanctuaire intérieur s'est ouverte. Viola se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle ne s'appuyait pas dessus. Viola Torres ne s'appuyait sur rien. Elle s'attendait à ce que les choses la soutiennent. À 34 ans, elle était la fondatrice et PDG d'un empire logistique. Son entreprise transportait des milliards de dollars de fret à travers le monde. C'était aussi une femme qui semblait ne pas avoir dormi 8 heures d'affilée depuis l'administration Obama. Ce soir, son blazer anthracite sur mesure était drapé sur un bras. Les manches de son chemisier en soie étaient retroussées au-dessus de ses coudes. « Vous êtes encore là, Thomas », dit-elle. Sa voix était un timbre grave et régulier. D'habitude, elle plongeait les salles de conseil dans un silence terrifié. Mais là, elle semblait juste éraillée. « Je pars à 17h, Viola. Le dossier juridique est prêt pour lundi matin. Et j'ai repoussé l'appel de Tokyo à mardi. Comme ça, vous pourrez vraiment respirer ce week-end. » Elle n'a pas hoché la tête. Elle n'a pas accusé réception du changement d'horaire. Elle est juste restée là. Ses yeux étaient fixés sur le chien asymétrique dessiné au crayon, collé sur mon écran. Son ongle manucuré grattait un défaut microscopique dans le bois précieux du cadre de la porte. C'était un signe révélateur. En 3 ans comme chef de cabinet, son homme à tout faire et son bouclier humain contre un monde exigeant, j'avais appris à lire ces micro-expressions, celles d'une femme qui gagnait sa vie en les cachant. « Vous avez des projets pour demain ?» demanda-t-elle. La question m'a pris au dépourvu. Nos limites étaient clairement tracées au marqueur indélébile. Du lundi au vendredi, de 7h du matin jusqu'à ce qu'elle décide d'avoir fini, j'étais à elle. Je gérais sa vie, son humeur et son agenda. Mais les week-ends m'appartenaient, à moi et à Claire. C'était l'accord que nous avions conclu quand elle m'a débauché d'une entreprise concurrente. Elle me payait une somme absurde, assez pour que Claire aille dans une école privée qui ne sentait pas l'eau de Javel et le désespoir. En retour, je lui donnais mes heures d'éveil pendant la semaine. Claire a une pièce de théâtre, dis-je, prudent. Elle joue un arbre. Je dois attacher du feuillage à un sweatshirt marron ce soir. Viola a finalement détourné le regard du dessin et a croisé mes yeux. L'épuisement dans son regard était saisissant. Ce n'était pas la fatigue habituelle d'une semaine de 60 heures. C'était une fatigue plus profonde, plus vide. « À quelle heure se termine la pièce ?»« Midi. J'ai besoin de vous à 13h. » J'ai arrêté de taper. Le silence s'est étiré entre nous, épais et lourd. « Viola, c'est samedi. À moins que la flotte du Pacifique ne soit en train de couler, je dois vraiment emmener ma fille manger une glace. Surtout après qu'elle soit restée 1 heure sur scène. Ce n'est pas pour le travail. » Elle a dégluti difficilement. Un geste si inhabituel qu'il m'a fait me redresser. Elle est entrée dans mon bureau, laissant la lourde porte se refermer derrière elle. Le clic du loquet a résonné bruyamment. C'est le baby shower de Caroline. J'ai cligné des yeux. Caroline était la plus vieille amie de Viola, un vestige de l'époque du lycée privé. C'était avant que la famille de Viola ne fasse faillite, et avant qu'elle ne doive se battre pour remonter au sommet de la chaîne alimentaire. Caroline venait d'une famille riche. Elle avait épousé un homme encore plus riche, et elle incubait actuellement la nouvelle génération de la richesse. Une baby shower, ai-je répété.
J'essayais de comprendre les mots qui sortaient de la bouche de ma patronne milliardaire. Vous avez besoin que je travaille à une baby shower. Vous voulez que je gère la logistique de la table des cadeaux? Que je coordonne le personnel de restauration? Non. Elle a croisé les bras, sur la défensive. J'ai besoin que vous veniez avec moi, en tant qu'invité. J'ai laissé échapper un petit rire involontaire. Le son est resté en suspens dans l'air, maladroitement. Vous plaisantez. Je ne plaisante pas sur les choses qui m'obligent à passer 3 heures à bavarder. Surtout avec des femmes qui nomment leurs enfants d'après des tissus de luxe obscurs, lança-t-elle. Un éclair de son acier habituel était revenu. Mais il a fondu tout aussi vite. Elle s'est laissée tomber sur la chaise en face de mon bureau. Elle a enfoui son visage dans ses mains. C'était la posture la plus vulnérable que je l'ai jamais vue adopter. Thomas, vous ne comprenez pas. Caroline elle est adorable. Mais son cercle social est une meute de hyènes bien élevée. Depuis 2 ans, tout ce qu'elles font, c'est me demander quand je vais me poser, quand je vais arrêter de jouer à la patronne et fonder une famille. Elles me regardent avec cette pitié écœurante et suffocante, comme si mon entreprise n'était qu'un petit passe-temps mignon, juste pour m'occuper, jusqu'à ce que je trouve un mari. Elle a fait glisser ses mains sur son visage, me regardant avec des yeux fatigués et désespérés. Elles vont me coincer. Elles vont me poser des questions sur mes ovules. Je le sais. Elles m'ont interrogé sur mes ovules congelés lors d'un gala de charité le mois dernier. Je ne peux pas y aller seul. J'ai besoin d'un tampon. J'ai besoin de quelqu'un qui sait comment détourner l'attention, quelqu'un qui sait gérer les gens, et qui ne se laissera pas intimider par une pièce pleine de richesses agressives. Donc, vous voulez que je sois votre bouclier humain? Je vous payerai votre taux horaire supplémentaire. Le double. Viola. Aucune somme d'argent. Le triple. J'ai pensé à mon prêt immobilier. J'ai pensé à la lettre de l'orthodontiste. Elle détaillait le désastre géométrique exact qui se déroulait dans la bouche de Claire. Vous avez un enfant, insista Viola, se penchant en avant, sentant mon hésitation. Vous parlez leur langue, vous connaissez les horaires de sommeil et tout ce que font les tout-petits. Vous pouvez leur parler. Vous pouvez les distraire pendant que je fixe le vide en essayant de ne pas crier. J'ai regardé la femme abattue en face de moi. C'était une titan de l'industrie. Une femme qui avait un jour calmé une grève syndicale en moins de 4 heures. Pourtant la voilà, paralysée par la perspective de cupcakes pastel et d'interrogatoires maternels. J'ai soupiré. Un long son de défaite qui semblait désamorcer la tension dans la pièce. D'accord, 13 heures, mais je garde les heures supplémentaires. Et vous offrirez à Claire la coupe de glace la plus indécente de Manhattan quand tout sera fini. Un minuscule sourire, presque imperceptible, perça son épuisement. Marché conclu. La pluie s'abattait sur les vitres teintées de la Maybach. Elle transformait les vastes domaines de Greenwich, dans le Connecticut, en traînées de gris et de vert vibrants, agressivement entretenus. Le silence à l'intérieur de l'habitacle était absolu. Seul le bourdonnement rythmique des pneus sur l'asphalte mouillé se faisait entendre. J'étais assis sur la banquette arrière. Je retirais un morceau de feutrine verte de mon pantalon anthracite. La pièce de Claire avait été un succès. Elle était restée parfaitement immobile pendant 45 minutes. Et elle n'avait fait tomber ses branches que 2 fois. Maintenant, ma fille était en sécurité chez ma mère. Elle regardait joyeusement des dessins animés. Pendant ce temps, son père était conduit vers une catégorie socio-économique à laquelle il n'appartenait clairement pas. Viola était assise à côté de moi, regardant fixement par la fenêtre. Elle avait troqué son armure d'entreprise habituelle contre un pull en cachemire crème surdimensionné et un pantalon ajusté. Elle paraissait plus douce, mais la tension qui émanait d'elle était si palpable qu'on pouvait s'étouffer. Elle n'avait pas dit un mot depuis que son chauffeur m'avait récupéré sur le perron de ma mère. « Votre respiration est trop courte », ai-je noté, brisant le silence. « Vous allez vous évanouir avant même d'arriver dans l'allée. » Elle a tourné lentement la tête, me foudroyant du regard. « Je respire parfaitement bien, Thomas. Je suis en train de revoir mentalement les derniers indicateurs de la chaîne d'approvisionnement pour la division européenne. C'est pour maintenir ma tension artérielle stable. Bien sûr, parce que rien n'est plus relaxant le samedi que la logistique du fret. Je me suis agité sur le siège en cuir pour lui faire face. Écoutez-moi, c'est juste une fête. Vous mangez une mini-quiche. Vous donnez un sac cadeau contenant quelque chose d'inutilement cher. Vous souriez pendant 2 heures et nous partons. C'est une extraction tactique. Vous n'avez pas rencontré Béatrice, murmura-t-elle sombrement, la belle-sœur de Caroline.
Elle tient un blog de maman qui, j'en suis presque sûr, est une couverture pour une secte. Elle m'a dit un jour que ma carrière était une réponse à un traumatisme. J'ai reniflé. A-t-elle raison? Les yeux de Viola se sont plissés. Je réduis votre paye d'heures supplémentaires pour insubordination. Vous ne pouvez pas. Nous avons un contrat verbal et j'ai un témoin. J'ai tapoté la vitre qui nous séparait de son chauffeur stoïque. Marcus a tout entendu. Le chauffeur n'a même pas bronché. Viola a laissé échapper un long soupir tremblant. Ses épaules se sont finalement abaissées d'1 centimètre. Merci d'être venu, Thomas. Vraiment. Ne me remerciez pas tout de suite. Attendez que j'insulte accidentellement quelqu'un en admettant que j'achète les vêtements de ma fille au supermarché. La voiture a ralenti, quittant la route principale et passant entre 2 immenses portails en fer forgé. L'allée était un ruban sinueux de gravier concassé. Elle menait à un immense manoir au toit d'ardoise qui ressemblait moins à une maison qu'à un hôtel de luxe. La taille de l'endroit était oppressante. Des voitures étaient garées au hasard le long de la vaste pelouse. Des Range Rover, des Classe G, une Aston Martin. Nous nous sommes arrêtés devant les marches et un voiturier armé d'un énorme parapluie de golf a ouvert la porte avant que la voiture ne soit complètement immobilisée. « C'est l'heure du spectacle », ai-je murmuré. Nous sommes sortis dans l'air humide de l'après-midi. Viola s'est instinctivement rapprochée de moi, se faisant légèrement plus petite. C'était un changement subtil, mais que j'ai senti immédiatement. Au bureau, elle marchait 3 pas devant tout le monde, fendant la foule comme la proue d'un navire. Ici, elle se tenait un demi-pas derrière mon épaule. Nous avons franchi les immenses portes doubles et mes sens ont été immédiatement assaillis. L'intérieur de la maison était une symphonie de tons neutres, chers et de bon goût. Mais il était actuellement envahi par une explosion de guirlandes d'eucalyptus et d'hortensia blancs. Un quatuor à cordes était installé dans un coin du foyer. Il jouait une version musique de chambre d'une chanson pop. L'air sentait fort les bougies à la vanille de luxe et l'agneau rôti. Une femme aux cheveux parfaitement brushés et à la robe qui coûtait plus que mon loyer mensuel a crié de l'autre côté de la pièce. « Vicky !» Viola a tressailli. Seules 2 personnes au monde avaient le droit de l'appeler Vicky. L'une était morte et l'autre se dandinait actuellement vers nous, à toute vitesse. Caroline était très enceinte, rayonnant d'une lueur frénétique et soignée. Elle a jeté ses bras autour de Viola, la serrant dans une étreinte forte. « Tu es venue, et tu as amené... » Caroline s'est reculée, ses yeux se posant sur moi. Son regard était vif, calculateur. Il m'a balayé de l'éraflure sur ma chaussure gauche aux légères cernes sous mes yeux. « Voici Thomas, » dit Viola. Sa voix était tendue, mais remarquablement stable. Elle n'a pas donné plus de détails. Elle ne m'a pas présenté comme son chef de cabinet. Elle a juste laissé le nom flotter dans l'air. Thomas, ron à Caroline, offrant une main ornée d'un diamant de la taille d'un œuf de caille. Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. Viola est généralement si secrète sur sa vie personnelle. Je commençais à croire qu'elle vivait dans une grotte avec ses feuilles de calcul. C'est une grotte très bien meublée, ai-je répondu doucement, en lui serrant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer, Caroline. Félicitations pour l'arrivée imminente. Caroline a rayonné, clairement charmée. Oh, il a des manières. Vicky, garde-le celui-là. Entrez, entrez. Laissez-moi vous offrir un verre. Nous avons des mimosas, des bellini, et une infusion que Béatrice jure déclencher le travail. Mais j'attends au moins 16 heures pour ça. Elle nous a guidés dans le salon principal. Il était bondé de femmes et de quelques hommes visiblement mal à l'aise. Ils tenaient des flûtes en cristal et de petites assiettes de nourriture artisanale. Le volume était assourdissant. Une cacophonie de conversations qui se chevauchait sur les écoles privées, les agences de nounous et les rénovations de cuisine. Je suis resté près de Viola pendant que nous naviguions dans la foule. Je pouvais sentir les yeux qui nous suivaient. Viola Torres était une entité connue dans ce cercle. Le mouton noir qui avait choisi les OPA hostiles plutôt que la vie de famille. Moi, j'étais une variable inconnue. Et dans des pièces comme celle-ci, les variables inconnues étaient de la chair fraîche. En moins de 10 minutes, les interrogatoires ont commencé. Une femme nommée Elena, couverte de perles, nous a coincés près du plateau de charcuterie. « Alors Thomas », commença Eleanor, sirotant son mimosa avec une élégance étudiée. « Que faites-vous dans la vie ?»« Je gère le chaos », ai-je répondu facilement,
en prenant un morceau de prosciutto. Viola m'a jeté un regard de côté. « Oh, la finance !» devina Eleanor. « Quelque chose comme ça », ai-je esquivé. En gros, je m'assure que les trains arrivent à l'heure, métaphoriquement parlant. Mais aujourd'hui, je suis juste là pour m'assurer que Viola mange autre chose que du stress pour le déjeuner. J'ai tendu à Viola une petite assiette que j'avais préparée. Elle l'a prise, me regardant avec une microscopique fraction de soulagement. Le regard d'Eleanor a oscillé entre nous, ses sourcils se haussant légèrement. C'était un mouvement subtil, mais l'implication était claire et nette. Elle calculait notre dynamique, essayant de me placer dans la hiérarchie de la vie de Viola. Puisque Viola ne me présentait pas comme un employé, leurs esprits riches et avides de ragots ont immédiatement sauté à une conclusion complètement différente. J'ai réalisé avec un sentiment de malaise que, en ne me présentant pas comme son assistant, Viola m'avait involontairement présenté comme son cavalier. Pendant la première heure, nous avons survécu grâce à des manœuvres tactiques. J'ai traité la fête exactement comme je traitais une négociation hostile en salle de conseil. J'ai anticipé les questions gênantes, intercepté les compliments passifs-agressifs et réussi à éloigner Viola d'une femme qui voulait parler longuement des toxines dans le lait maternisé commercial. Mais ensuite, les jeux ont commencé. Quelqu'un, probablement Béatrice, a soufflé dans un sifflet en argent. Elle a rassemblé les invités vers la grande terrasse extérieure, où des tentes blanches avaient été érigées contre la bruine. Nous avons été forcés de nous asseoir en petits groupes autour de tables rondes. Elles étaient ornées de centres de tables floraux, bien trop grands pour voir par-dessus. Le premier jeu était relativement indolore. Il fallait deviner la circonférence du ventre de Caroline en utilisant un rouleau de papier toilette. Viola a refusé de participer, au motif que c'était une violation de la vie privée. Elle m'a laissé estimer poliment une longueur complètement aléatoire. Puis vint le deuxième jeu. Les hôtesses ont distribué plusieurs pots de nourriture pour bébés en purée, non identifiables, à chaque table, avec de petites cuillères de dégustation. L'objectif était de deviner la saveur, en se basant uniquement sur l'odeur et le goût. Viola a fixé la petite flaque marron dans le pot placé devant elle, comme s'il s'agissait d'un isotope radioactif. « Je ne mange pas ça », m'a-t-elle chuchoté férocement, se penchant près pour que le reste de la table n'entende pas. « On dirait de la boue industrielle. »« C'est probablement des petits pois et des carottes », ai-je chuchoté en retour, amusé par la panique authentique d'une femme qui virait régulièrement des cadres avant son café du matin. « Sentez-le, c'est tout. » Elle a pris le pot, l'a porté timidement à son nez et a visiblement eu un haut-le-cœur. Ça sent le désespoir et la terre bouillie. Les autres femmes à notre table, un trio de mères parfaitement coiffées, qui semblaient prendre le jeu incroyablement au sérieux, nous observaient. « Un problème, Viola ?» demanda l'une d'elles, un doux sourire masquant une pointe acérée. « Je suppose que ce n'est pas vraiment votre domaine. Il n'y a pas beaucoup de points communs entre les acquisitions d'entreprises et la nutrition infantile. » La table s'est tue. Une retenue collective de souffle, alors qu'elles attendaient de voir comment la reine des glaces allait réagir. La mâchoire de Viola s'est crispée. L'armure se remettait en place. Avant qu'elle ne puisse donner une réponse cinglante qui aurait inévitablement aggravé les choses, j'ai nonchalamment tendu la main et pris le pot de sa main. Je l'ai reniflé rapidement. J'ai trempé la minuscule cuillère en plastique dans la bouillie marron et j'ai goûté une quantité infime. Patates douces, dinde et une quantité effroyable de cannelle synthétique, ai-je annoncé en reposant le pot sur la table. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit la réponse sur la carte de Viola. C'est une marque bon marché. On peut sentir les conservateurs. Les femmes me fixaient. Vous connaissez la nourriture pour bébé ? Demanda la femme, déconcertée. Je sais quel goût a le désespoir à 2 heures du matin quand votre enfant ne veut pas dormir et que c'est la seule chose qui reste dans le garde-manger, dis-je en haussant les épaules, me penchant en arrière sur ma chaise. On apprend à distinguer la purée de dinde bio de la version industrielle assez rapidement quand elle finit dans vos cheveux. Viola me regarda, les yeux grands ouverts. Elle n'avait pas su ce que j'allais faire, mais elle a reconnu le sauvetage. « Vous avez des enfants, Thomas ?» demanda une femme de l'autre côté de la table, son ton passant de prédateur à intensément curieux. « Une fille », dis-je en sortant mon téléphone. Je me fichais de ces femmes, mais je savais que la monnaie d'échange dans cette pièce était la domesticité. Si je voulais protéger Viola, je devais jouer leur jeu.
J'ai sorti une photo de Claire dans son costume d'arbre parlant de ce matin, et j'ai fait passer le téléphone. Un chœur de « ou » et de « ah » aigu et sincère a éclaté autour de la table. « Oh, elle est adorable! Regardez ces petites feuilles en feutrine. » J'ai regardé le téléphone revenir vers moi. L'atmosphère à la table avait complètement changé. Je n'étais plus seulement un mystérieux et bel invité. J'étais un père. J'étais inoffensif. J'étais l'un des leurs. Mais plus important encore, j'ai vu comment elle regardait Viola maintenant. La pitié avait disparu, remplacée par une curiosité spéculative, presque impressionnée. Le récit dans leur tête se réécrivait en temps réel. Viola Torres n'était pas une bourreau de travail solitaire. Elle sortait avec un père célibataire, solide et terre-à-terre, qui s'y connaissait en petits pots pour bébé et qui adorait manifestement sa fille. C'était une tromperie brillante et entièrement accidentelle. L'après-midi a continué, la pluie s'est arrêtée, et un soleil pâle a percé les nuages. Nous sommes retournés à l'intérieur pour l'ouverture des cadeaux. Je me tenais au fond de la pièce, appuyé contre un pilier de marbre, regardant Viola essayer de feindre de l'intérêt pour un flot infini de couvertures monogrammées et de mouches bébés. J'ai senti une présence à côté de moi, et je me suis tourné pour voir Richard, le mari de Caroline, tenant 2 verres de scotch. C'était un homme riche, qui ressemblait exactement à ce qu'un homme riche devrait ressembler. Des joues vermeilles, un gilet sur mesure, un air de confort perpétuel. « Vous avez l'air d'en avoir besoin, » dit Richard en m'offrant un verre. « Vous n'avez pas idée. » J'ai pris le verre, l'arôme tourbé étant un changement bienvenu par rapport aux bougies à la vanille. « Je dois dire que je suis surpris, » dit Richard, en regardant sa femme déchirer le papier cadeau. « Vicky n'amène jamais personne à ces événements. D'habitude, elle arrive, a l'air terrifiée pendant 1 heure, achète un cadeau incroyablement généreux pour apaiser sa culpabilité et s'enfuit en ville. C'est une femme occupée, ai-je offert, neutre. C'est une machine, corrigea doucement Richard. Mais c'est bon de la voir humanisée. Vous êtes bon pour elle, Thomas. Vous l'ancrez. J'ai ouvert la bouche pour le corriger, pour expliquer la nature transactionnelle de notre présence ici, mais les mots sont morts dans ma gorge. De l'autre côté de la pièce, Viola a levé les yeux du cercle de femmes et a croisé mon regard. Elle avait l'air épuisée, pas dans son élément, mais il y avait une lueur de quelque chose d'autre, la confiance. Elle me faisait confiance pour tenir la ligne. Avant que je puisse répondre à Richard, un hoquet de surprise collectif s'est élevé du centre de la pièce. Caroline venait d'ouvrir le cadeau de Viola. Ce n'était pas une couverture ou un jouet. C'était une petite boîte en velours contenant un bracelet à breloques en or massif, complexe et indéniablement ancien. « Vicky, c'est celui de ta grand-mère », souffla Caroline, les larmes lui montant aux yeux. Viola se frotta la nuque, visiblement mal à l'aise avec la vague soudaine d'émotion dirigée vers elle. « Il est dans un coffre-fort depuis 20 ans, Care. Il devrait être porté. Et puis, je n'ai personne à qui le transmettre. C'était la mauvaise chose à dire. Je l'ai su au moment où les mots ont quitté sa bouche. Le silence qui a suivi n'était pas le silence impressionné d'un moment touchant. C'était le silence lourd et lourd de sens d'une ouverture. Béatrice, qui avait rôdé près de la pile de cadeaux comme un vautour, a bondi. Elle a joint ses mains, regardant directement Viola, puis de l'autre côté de la pièce, vers moi. « Oh, Vicky, ne dis pas ça !» roucoula Béatrice, sa voix résonnant fort dans la pièce silencieuse. Elle a souri. Une expression brillante et terrifiante. Avec Thomas ici, qui sait, nous serons peut-être à votre baby shower l'année prochaine. La pièce s'est figée. 50 paires d'yeux ont pivoté entre Viola et moi, suivant la ligne invisible qui nous reliait à travers la pièce. J'ai vu Viola se figer, la couleur quittant son visage. Ses mains se sont serrées en poing à ses côtés. C'était exactement ce qu'elle avait craint. C'était le coin dans lequel on la poussait toujours. Le piège sociétal pour lequel elle me payait le triple pour l'aider à l'éviter. Elle a ouvert la bouche, mais elle n'avait rien à dire. La PDG impitoyable, la femme qui pouvait démanteler verbalement un conseil d'administration hostile, était entièrement réduite au silence par une pièce pleine de mères de banlieue. Je me suis détaché du pilier de marbre. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser seule sous le feu croisé. Le silence s'étendit dans la pièce drapée de pastel, assez épais pour s'étouffer. Le sourire de Béatrice restait plaqué sur son visage, un prédateur attendant sa proie. 50 paires d'yeux étaient rivés sur Viola.
Son armure habituelle était totalement absente. Elle avait l'air petite, prise dans les phares des attentes sociales qu'elle avait passé sa vie à fuir. Traverser la foule n'a pris que quelques secondes, mais j'ai eu l'impression de marcher dans du ciment frais. Je ne me suis pas pressé. La précipitation montre la panique. J'ai simplement traversé le tapis persan, slalomant entre des femmes tenant de petites assiettes de macarons, jusqu'à ce que je me tienne juste à côté de ma patronne. De près, je pouvais entendre le léger hoquet inégal de sa respiration. J'ai tendu la main et j'ai doucement pris la flûte de champagne vide de ses doigts rigides, lui tendant à la place mon verre de scotch à moitié plein. « N'allons pas trop vite en besogne, Béatrice, » dis-je, projetant ma voix juste assez pour atteindre le fond de la pièce. Mon ton était facile, teinté d'un amusement étudié. J'essaie encore de convaincre Viola que prendre des vacances ne constitue pas un échec de leadership. Négocier une escapade de week-end, c'est comme arracher des dents. Une chambre d'enfant, il me faudrait une équipe de diplomates internationaux et une présentation PowerPoint juste pour aborder le sujet. Un temps de silence a flotté dans l'air. Puis, une vague de rire a brisé la tension. Ça a commencé avec Richard, un rire sonore depuis le fond, près du pilier de marbre, et ça s'est rapidement propagé dans la pièce. La pression suffocante a disparu, remplacée par le rythme confortable et prévisible de femmes riches, amusées par l'autodérision d'un bel homme. Le sourire prédateur de Béatrice a vacillé, se dégradant en un sourire poli et légèrement déçu. « Eh bien, vous avez du pain sur la planche, Thomas. »« Toujours, » ai-je répondu, en prenant une lente gorgée de la flûte vide que j'avais volée à Viola, prétendant qu'elle n'était pas complètement sèche. Viola n'a pas parlé. Elle a juste pris une longue gorgée de scotch pour se calmer, toussant légèrement alors que la tourbe lui brûlait la gorge. C'était la chose la moins gracieuse que je l'ai jamais vue faire, et c'était entièrement humain. Caroline s'est précipitée pour combler le vide, déclarant qu'il était temps de manger le gâteau. Le projecteur s'est déplacé. La crise était évitée. Nous avons tenu exactement 22 minutes de plus avant que Viola nous signale qu'il était temps de partir. Ce n'était pas un mot. C'était un resserrement de sa mâchoire et un regard vif et spécifique vers les portes doubles. Nous avons navigué dans les adieux avec une précision militaire. Caroline m'a serré le bras en chuchotant que j'étais un véritable sauveur, interprétant complètement mal le contexte du sauvetage. Revenir dans l'air frais et humide de l'allée, c'était comme remonter d'une plongée profonde. Le voiturier a ramené la voiture. Nous avons glissé sur la banquette arrière à l'unisson. Les lourdes portes se sont fermées, nous scellant dans un coffre-fort de cuir silencieux et de vitres teintées. Aucun de nous n'a parlé, alors que les vastes domaines de Greenwich défilaient derrière les fenêtres. L'adrénaline se dissipait, laissant derrière elle un épuisement lourd et compliqué. Vous les avez laissés croire que nous couchons ensemble. Sa voix a brisé le silence, nette et plate dans l'habitacle silencieux. Elle ne me regardait pas. Elle regardait droit devant elle, vers la cloison. Je les ai laissés croire à n'importe quel récit qui les faisait arrêter de vous traiter comme un jouet cassé, ai-je corrigé, en me tournant pour regarder son profil. Ils avaient besoin d'une raison pour votre présence qui corresponde à leur vision du monde. Un petit ami, ça colle. Un chef de cabinet payé le triple pour endurer une dégustation de petits pots ne colle pas. Viola a finalement tourné la tête. Ses yeux étaient sombres, illisibles. Vous leur avez donné une photo de votre fille. Un gage. Je me suis penché en arrière, étirant mes jambes du mieux que je pouvais. Écoutez, vous m'avez engagé pour être un tampon. J'ai fait tampon. C'était un jeu tactique. D'ici lundi, Béatrice sera passée à autre chose. Probablement à celui qui achète la mauvaise nuance de blanc pour sa maison d'été dans les Hamptons. C'était rapide, dit-elle. Elle avait l'air fatiguée, mais le ton défensif avait disparu. Ce que vous avez fait, vous n'avez même pas cligné des yeux. Je passe 60 heures par semaine à anticiper vos crises avant qu'elles n'arrivent, Viola. C'était juste une crise au Cachemire. Un petit rire fracturé s'est échappé de ses lèvres. C'était un son rare, grave et mélodieux, totalement déplacé dans l'environnement stérile de sa vie d'entreprise. Une crise au Cachemire, mettez ça sur votre prochaine évaluation de performance. Nous sommes retombés dans le silence, mais ce n'était pas le silence rigide et suffocant du trajet aller. L'espace entre nous avait changé. Une frontière avait été brouillée, une ligne franchie. Je l'avais vu vulnérable, je l'avais protégé, non pas d'une opa hostile, mais d'une humiliation personnelle. On ne peut pas oublier l'image d'une PDG milliardaire s'effondrant sous le poids d'une baby shower.
Et elle ne pouvait pas oublier son homme à tout faire impitoyable et hyper efficace, jouant à la perfection le rôle d'un partenaire dévoué et aimant. Le trajet de retour à Manhattan a semblé infiniment plus court. Lundi matin est arrivé avec la subtilité d'un marteau-piqueur. Le week-end avait disparu, remplacé par la machine implacable de Torres Logistics. J'étais de retour derrière mon bureau à 7h30, un café tiède à la main, triant une boîte de réception qui s'était reproduite pendant le week-end. Tout était exactement comme il se devait. Les feuilles de calcul étaient formatées. L'équipe juridique paniquait à propos d'un problème de conformité mineur à Berlin, et les néons bourdonnaient leur air familier. Sauf que tout était légèrement désaxé. Viola est entrée à 8 heures précises. Elle portait un tailleur bleu marine qui semblait assez aiguisé pour faire saigner. Elle ne s'est pas arrêtée à ma porte. Elle ne s'est pas attardée. Elle a débité une série de commandes rapides concernant une fusion à Singapour et a disparu dans son bureau. La lourde porte en chêne s'est refermée avec une finalité terrifiante. Les affaires reprenaient. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à mercredi après-midi. J'étais en pleine phrase lors d'une conférence téléphonique avec le département marketing quand ma ligne directe a sonné. L'identifiant de l'appelant interne affichait V. Torres. J'ai mis l'appel en sourdine. « Oui, Viola ?» « Annulez mon rendez-vous de 16 heures avec les directeurs régionaux, dit-elle. Sa voix était vive, purement professionnelle. Ils attendent ce créneau depuis 3 semaines. Si nous les repoussons encore, nous risquons de perdre leur approbation pour le budget du 3e trimestre. Reportez-les à demain à 7 heures du matin. Je me fiche qu'ils doivent se lever tôt. Annulez le rendez-vous de 16 heures. C'est fait, dis-je en ouvrant son calendrier. Qu'est-ce qui le remplace? Une réunion d'urgence du conseil? Un mort. La ligne est devenue silencieuse. J'ai fixé le combiné pendant 3 secondes avant de le raccrocher. J'ai réactivé l'appel marketing, reporté les directeurs régionaux, et j'ai passé les 2 heures suivantes à essayer de comprendre quelle défaillance catastrophique nécessitait son attention immédiate et non documentée. À 15h55, la porte de mon bureau s'est ouverte. Viola se tenait là, son trench coat sur le bras. « Prenez vos affaires », ordonna-t-elle. J'ai une pile de notes de frais à autoriser. Thomas, allons-y. J'ai attrapé mon manteau et je l'ai suivi jusqu'à l'ascenseur privé. Nous sommes descendus en silence. Le chauffeur attendait au bord du trottoir, le moteur en marche. Nous sommes montés. Où allons-nous? Ai-je finalement demandé, alors que la voiture s'engageait dans la circulation. Brooklyn. J'ai haussé un sourcil. Viola Torres n'allait pas à Brooklyn, sauf si un conteneur avait disparu. Pouvez-vous être plus précise? PS 118. Mon sang s'est glacé. C'est l'école de Claire. Viola ne m'a pas regardé. Elle a gardé les yeux sur la tablette posée sur ses genoux, bien qu'elle ne glissait ni ne tapotait. L'école se termine à 15h30. Elle va à un programme périscolaire jusqu'à ce que vous la récupériez à 18h. Aujourd'hui, elle part plus tôt. Nous avons un accord à respecter. Viola, vous n'êtes pas obligée de faire ça. Mon pouls battait à un rythme frénétique. Garder ma vie professionnelle et ma fille séparée était la seule façon de maintenir ma santé mentale. La collision des 2 mondes me semblait être une violation des lois de la physique. La coupe de glace était une blague, une tactique de négociation. Je ne romps pas les contrats, Thomas, qu'ils soient verbaux ou autres. 20 minutes plus tard, la Maybach noire et élégante s'est garée au bord du trottoir devant une école publique en briques, couverte de dessins à la craie et d'une énergie chaotique. Le contraste était absurde. Viola est sortie de la voiture, ajustant son blazer, l'air de vouloir lancer une OPA hostile sur la cour de récréation. Je me suis précipité, signant la sortie de Claire à l'accueil. Ma fille est arrivée en bondissant dans le couloir, son sac à dos glissant d'une épaule, sa jupe d'uniforme couverte de ce que j'espérais profondément être de la peinture lavable. « Papa !» Elle s'est jetée contre mes jambes. « Tu es en avance !» Quelqu'un s'est fait virer? Personne ne s'est fait virer, ma puce. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Nous avons une réunion très importante. Je l'ai conduite dehors. Claire s'est arrêtée net sur le trottoir, fixant l'énorme voiture, et la femme terrifiante et impeccable qui se tenait à côté. « Claire, dis-je, en gardant ma voix stable. Voici ma patronne, Viola. » Viola a baissé les yeux sur la fillette de 7 ans. Pendant une seconde terrifiante, elle a semblé complètement perdue. Puis, lentement, maladroitement, elle a tendu la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Claire. »
Claire a regardé la main, puis le visage de Viola. Elle ne l'a pas serré. Au lieu de ça, elle s'est penchée, plissant les yeux. Vous êtes la dame qui fait travailler mon papa sur son ordinateur pendant le petit déjeuner. J'ai fermé les yeux, priant pour une frappe d'astéroïde soudaine et localisée. La main de Viola est retombée. Une lueur de surprise authentique a traversé son visage, suivie instantanément d'un regard vif et évaluateur. Elle n'a pas été condescendante. Elle n'a pas utilisé de langage bébé. Elle s'est adressée à ma fille comme à une actionnaire hostile. C'est exact. Et je m'excuse pour l'intrusion dans votre petit déjeuner. Votre père est très bon dans son travail. Et malheureusement, cela signifie que je compte beaucoup sur lui. Claire a croisé les bras, peu impressionnée. Il fait de très mauvais pancakes quand il tape à l'ordinateur. Je prends note, dit solennellement Viola. Pour compenser les pancakes de qualité inférieure, on me dit que je vous dois une coupe de glace de votre choix. Les yeux de Claire se sont plissés, pesant l'offre. Avec des vermicelles, avec toutes les garnitures structurellement saines que vous désirez. 10 minutes plus tard, nous étions assis dans un glacier aux couleurs vives à Park Slope. Viola semblait totalement déplacée dans une cabine en plastique rose. Son tailleur effleurait un menu plastifié couvert d'empreintes de doigts collantes. Claire était assise en face de nous, attaquant un énorme bol en verre rempli de 3 boules de chocolat, de fudge chaud et d'une montagne de vermicelles fluo. J'étais assis à côté de Viola, sirotant un café noir, les observant toutes les deux. C'était une dynamique bizarre et fascinante. Claire, n'ayant absolument pas peur de la PDG milliardaire. Viola, traitant la fillette de 7 ans avec le respect prudent d'une dignitaire étrangère. « Alors, dit Claire, avec la bouche pleine de chocolat, vous vous êtes bien amusé à la fête pour le bébé ?» Viola s'est raidie. Elle m'a regardé, un appel à l'aide silencieux. J'ai pris une gorgée de mon café et n'ai offert absolument rien. C'est elle qui nous avait entraînés ici. Elle pouvait répondre aux questions. C'était éducatif, réussit à dire Viola, en posant ses mains soigneusement sur la table collante. Papa a dit que ça allait être ennuyeux, et plein de dames riches qui se plaignent beaucoup. La tête de Viola s'est tournée brusquement vers moi, une lueur dangereuse dans les yeux. J'ai haussé les épaules, sans m'excuser. Je valorise la transparence dans mon éducation. Viola s'est retournée vers Claire. Votre père est remarquablement perspicace. C'était, en effet, plein de plaintes, mais votre père a été très utile. Il répare les choses, a déclaré fièrement Claire. Il a réparé la chaîne de mon vélo. Est-ce qu'il peut réparer votre entreprise? Mon entreprise n'est pas cassée, dit doucement Viola, mais il l'a fait fonctionner sans problème. Elle a fait une pause, regardant Claire gratter le fond du bol. Il est très important pour mon opération. Elle ne regardait pas Claire quand elle a dit ça. Elle regardait la surface rayée de la table en plastique, mais j'ai entendu le changement dans son ton. C'était la même voix calme et vulnérable qu'elle avait utilisée dans la voiture en rentrant de Greenwich. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Les lignes dures de son personnage d'entreprise étaient adoucies par l'éclairage terrible du glacier. Elle avait l'air épuisée, brillante et terriblement seule. Et pour la première fois depuis que j'avais pris ce poste, j'ai réalisé que je ne gérais pas seulement son agenda, je la gérais, elle. Et la ligne entre le devoir professionnel et l'investissement personnel commençait à se brouiller au-delà de toute reconnaissance. Les ragots sont une monnaie très efficace dans les hautes sphères de la société de Manhattan. Ils se déplacent plus vite que le Dow Jones et ont 2 fois plus de pouvoir destructeur. Le mardi matin, la tromperie tactique que nous avions déployée à Greenwich avait métastasé. Les arrangements floraux passent rarement le bureau de réception du 42e étage sans mon approbation explicite. Mais là, posé carrément sur le bureau, en acajou immaculé de Viola, se trouvait un arrangement massif et agressif d'orchidées blanches. Mes yeux se sont dirigés vers la petite enveloppe de couleur crème nichée dans les tiges. Je l'ai sortie, l'ouvrant avec un coupe-papier en argent. À un nouveau et beau chapitre. Au plaisir de vous accueillir, vous et Thomas, à Southampton cet été. Helena, l'inquisitrice drapée de perles du plateau de charcuterie. J'ai laissé tomber la carte sur le bureau comme si elle était radioactive. Des bruits de pas ont résonné derrière moi. Viola est entrée, tenant une tablette et fronçant les sourcils devant une feuille de calcul. Elle s'est arrêtée quand elle a vu les fleurs. Son regard est passé des orchidées à la carte, et enfin à mon visage. « Dites-moi que quelqu'un est mort, dit-elle.
sa voix plate. S'il vous plaît, dites-moi que ce sont des fleurs de condoléances. Ce sont des fleurs de félicitations, ai-je corrigé, m'appuyant contre le bord de son bureau. D'Eleanor? Elle veut que nous passions l'été avec elle à Southampton. Je suppose que nous jouerons au tennis en couple et que nous comparerons le nombre de fils de nos draps. Viola a fermé les yeux, pinçant l'arête de son nez. Son mari est Harrison Davies. Il possède la plus grande flotte de camions frigorifiques de la région. J'essaye d'acquérir son entreprise depuis 6 mois. Il évite mes appels depuis février. Eh bien, vous avez son attention maintenant. Je ne veux pas son attention parce qu'il pense que je me domestique, lança-t-elle en ouvrant les yeux. Son sang-froid glacial habituel se fissurait, révélant une frustration frénétique en dessous. Je veux son attention parce que mon évaluation de sa chaîne d'approvisionnement défaillante est impeccable. Les gens achètent des récits, Viola, pas des chiffres. J'ai croisé les bras, l'observant. Harrison Davies est de la vieille école. Il fait confiance aux familles. Il fait confiance à la stabilité. Jusqu'à samedi, il vous voyait probablement comme un requin des affaires attendant de déchiqueter son héritage. Maintenant, vous êtes une femme qui se pose avec un père célibataire gentil et respectable. Vous êtes inoffensive. Elle m'a fixé. Les rouages de son cerveau brillant et terrifiant tournaient visiblement. Elle n'aimait pas la réalité de la situation, mais elle était une femme d'affaires trop impitoyable pour ignorer un avantage. « Organisez un dîner », ordonna-t-elle, sa voix tombant dans le registre autoritaire qui signalait généralement une semaine longue et brutale. « Jeudi soir, nous 4. Le Bernard Dan et Thomas, oui. Assurez-vous de lire les derniers rapports trimestriels de Davies. Si je dois prétendre être une petite amie attentionnée, vous devez prétendre être un participant actif à cette acquisition. Jeudi soir est arrivé avec une humidité lourde et oppressante. Le Bernard Dan était un exercice de révérence feutrée et coûteuse. L'éclairage était méticuleusement conçu pour que tout le monde ait l'air 10 ans plus jeune et 10 fois plus riche. Je portais mon meilleur costume anthracite, celui que je réservais habituellement aux réunions de conseil agressives. Viola portait une robe en soie noire qui parvenait à être entièrement professionnelle tout en étant une arme de séduction. Harrison Davies était un homme bruyant au visage rouge qui parlait par-dessus sa femme et traitait les serveurs comme des inconvénients mineurs. Eleanor, fraîche de sa victoire à la baby shower, rayonnait pratiquement de satisfaction suffisante. Je dois dire, Viola, quand Eleanor m'a parlé de vous et de Thomas, j'ai failli laisser tomber mon scotch, a claironné Harrison, en se jetant sur un morceau de flétan. Je ne vous aurais jamais imaginé du genre famille. Vous avez toujours semblé marié au bilan comptable. Viola a offert un sourire crispé et étudié. Les priorités évoluent, Harrison, tout comme le marché du fret réfrigéré. Elle a fait basculer en douceur la conversation vers les inefficacités de sa chaîne d'approvisionnement. C'était magistral. Elle lui servait des données brutes enveloppées dans un gant de velours. Mais Harrison, enhardi par le vin et sa position de force perçue, continuait de ramener la conversation sur le plan personnel. « Et vous, Thomas ?» dit Harrison, en pointant un couteau à beurre vers moi. « Comment gérez-vous une femme comme celle-ci? C'est un barracuda en salle de conseil. Est-ce qu'elle vous aboie des ordres au-dessus du café du matin ?» La table est devenue silencieuse. Eleanor avait l'air ravie. Les jointures de Viola sont devenues blanches autour de son verre de vin. Elle était de nouveau coincée, mais cette fois, des millions de dollars étaient en jeu. « Viola n'aboie pas, dis-je, en gardant ma voix basse, paresseuse et totalement imperturbable. J'ai tendu la main sur la nappe blanche, ma main couvrant la sienne. Sa peau était glaciale. J'ai pressé doucement ses doigts pour la rassurer, et j'ai laissé ma main là. Elle attend juste l'excellence, et elle l'obtient généralement. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez elle. Je l'ai regardée directement. Pendant une fraction de seconde, la PDG a disparu. Elle m'a regardé en retour, les yeux grands ouverts, le pouls à sa gorge battant un rythme frénétique contre la soie noire de sa robe. Nous ne jouions plus pour Harrison. L'air entre nous est soudainement devenu incroyablement mince. D'ailleurs, ai-je ajouté, en me tournant vers Harrison, mon ton devenant vif et sans compromis. Son ambition n'est pas un défaut, Harrison. C'est la raison pour laquelle son entreprise doublera ses marges bénéficiaires l'année prochaine, alors que ses concurrents auront du mal à payer le diesel. Quiconque ne peut pas gérer ça ne fait pas attention. Harrison a cligné des yeux, complètement pris au dépourvu par le changement de ton.
Il a regardé ma main couvrant celle de Viola, puis l'expression dure sur mon visage. La dynamique de pouvoir à la table a changé instantanément. Il s'est raclé la gorge, paraissant soudain beaucoup plus vieux et bien moins confiant. D'accord. Eh bien, concernant ces marges bénéficiaires, Marmana Harrison, se retirant finalement dans la sécurité des affaires. Le reste du dîner a été un bain de sang. Viola a systématiquement démantelé son évaluation, obtenant les conditions d'acquisition qu'elle voulait depuis 6 mois. Elle était brillante, impitoyable et entièrement en contrôle. Mais sous la table, hors de la vue des Davies, sa main n'a jamais quitté la mienne. Les néons ne cachent rien. À 2 heures du matin, le siège de Torres Logistics ressemblait moins à un centre de pouvoir qu'à un mausolée. La ville en contrebas était une grille tentaculaire de lumière au sodium orange, calme et distante. Nous étions dans son bureau, entourés des restes de la victoire sur les Davies. Des piles de contrats imprimés couvraient la table basse, enfouis sous des cartons vides de rouleaux de thon épicé. Nous avions passé les 4 dernières heures à rédiger l'accord d'acquisition préliminaire. J'étais épuisé, fonctionnant au café éventé et à l'adrénaline. Je me suis frotté les yeux, fermant mon ordinateur portable avec un lourd soupir. L'équipe juridique va faire une crise cardiaque quand ils verront les clauses d'indemnisation, dis-je, en penchant la tête en arrière contre le canapé en cuir. Mais vous l'avez eu. Il a cédé sur tout. Viola était assise par terre, le dos contre le bureau en acajou, ses pieds nus repliés sous elle. Elle avait abandonné ses talons il y a des heures. La robe en soie noire était légèrement froissée. Elle avait l'air complètement vidée, mais il y avait une lueur calme et satisfaite en elle. « Nous l'avons eu », corrigea-t-elle doucement. Elle ne regardait pas les papiers. Elle me regardait. Le silence dans la pièce s'était étiré, passant de confortable à quelque chose de complètement différent. C'était le même silence lourd et électrisé du restaurant. « Vous m'avez défendu », dit-elle, sa voix à peine un murmure contre le bourdonnement du système de ventilation. « Avec Harrison, vous n'avez pas seulement joué le rôle, vous m'avez vraiment défendu. C'était un dinosaure condescendant, ai-je répondu, en me redressant, soudain très conscient de l'espace entre nous. Vous ne méritiez pas ça. Personne ne le mérite. » Viola s'est lentement relevée du sol et s'est approchée du canapé. Elle ne s'est pas assise à l'autre bout. Elle s'est assise à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir le parfum cher et léger de jasmin et d'ambition épuisée qui s'accrochait à elle. « Vous faites ça souvent, » murmura-t-elle, en regardant ses mains. « Vous me protégez, de mon agenda, de mon conseil d'administration, des amis de Caroline, de moi-même. C'est mon travail, Viola. » « Vraiment ?» Elle a tourné la tête, croisant mes yeux. La proximité était dangereuse. Toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête, tous les instincts de survie cultivés au fil des années de paternité célibataire et d'ascension professionnelle, me hurlaient de me lever, de sortir, de maintenir la frontière. Elle a tendu la main. Ses doigts étaient hésitants, traçant légèrement la ligne de ma mâchoire. Le contact était électrique, effaçant instantanément l'épuisement de mon système. « Viola », ai-je prévenu, ma voix rauque. Je ne me suis pas reculé. C'était ma première erreur. « Je suis si fatigué d'être seul, Thomas », a-t-elle soufflé, la confession lui coûtant tout. L'armure avait complètement disparu. Elle n'était qu'une femme, épuisée par sa propre force, demandant à poser le poids pour une fraction de seconde. Elle s'est penchée. Je pouvais sentir son souffle contre ma bouche. Sa gravité m'attirait, érodant des années de discipline prudente. Je voulais combler la distance. Je voulais voir ce que ça faisait de la tenir sans public, sans crise, sans contrat. Mais alors mon téléphone a vibré sur la table basse en verre. Ce n'était pas un son fort, mais dans le silence du bureau, ça a sonné comme un coup de feu. L'écran s'est allumé, affichant le nom de ma mère. Il était 2 heures du matin. Ma mère n'appelait à 2 heures du matin que si quelque chose n'allait pas avec Claire. Le charme s'est brisé. Je me suis levé si vite que je me suis cogné le genou contre la table. J'ai attrapé le téléphone, mon cœur battant contre mes côtes. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est Claire ?»« Elle va bien, Tommy. » La voix ensommeillée de ma mère est venue à travers le haut-parleur. « Elle vient de se réveiller d'un mauvais rêve. Elle pleurait pour toi. Elle ne voulait pas se calmer jusqu'à ce que je promette d'appeler. Elle voulait savoir quand tu rentrais à la maison. » Une vague de culpabilité froide s'est abattue sur moi, suffocante et absolue. J'ai fermé les yeux,
pressant les talons de mes mains contre mon front. « Dis-lui que je pars tout de suite. Je serai là dans 20 minutes. Je suis désolé, maman. » J'ai raccroché, le silence dans le bureau revenant, plus froid et plus vif qu'avant. Viola était toujours assise sur le canapé. Sa main flottait dans l'espace vide où j'avais été quelques secondes auparavant. Elle l'a lentement abaissé sur ses genoux, sa posture rigide, le masque de la PDG se remettant en place avec une vitesse terrifiante. « Est-ce qu'elle va bien ?» demande Viola, sa voix totalement dépourvue de la chaleur d'un instant plus tôt. « Elle a fait un cauchemar, dis-je, en rangeant à la hâte mon ordinateur portable et les dossiers Davies dans ma mallette. Mes mains tremblaient légèrement. « Je dois y aller, bien sûr. » Elle s'est levée, lissant le devant de sa robe. « L'acquisition est sécurisée. Il n'est pas nécessaire que vous restiez. J'ai arrêté de faire mes bagages. Je l'ai regardé, voyant les murs complètement reconstruits. Je l'avais rejeté. J'avais choisi ma réalité plutôt que le fantasme enivrant et terrifiant qu'elle venait de m'offrir. Viola, j'ai cherché mes mots. Comment expliquer à une milliardaire que vous ne pouvez pas vous permettre de risquer la stabilité de votre enfant pour un moment de romance d'entreprise? Comment expliquer que si ça tourne mal, elle perd un employé, mais moi je perds mon gagne-pain? Ne faites pas ça. Elle a levé une main, me coupant la parole. Ses yeux étaient durs, fixés sur un point juste au-dessus de mon épaule gauche. Nous avons eu une longue journée. Nous avons franchi une ligne. C'était peu professionnel, et ça ne se reproduira pas. Rentrez chez vous auprès de votre fille, Thomas. Elle m'a tourné le dos, se dirigeant vers son bureau et fixant son écran d'ordinateur d'un air absent. Je suis resté là un long moment, le lourd silence résonnant dans mes oreilles. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai ramassé ma mallette, la poignée en cuir semblant incroyablement lourde, et je suis sorti. Le verrou a cliqué derrière moi, un son définitif et retentissant. C'était exactement comme la fermeture d'un coffre-fort. Mardi matin, c'était comme entrer dans une morgue. Je suis arrivé à mon bureau à 6h45. Mon café était chaud, ma boîte de réception était classée, et mon estomac était noué si fort que je ne pouvais pas avaler. Quand Viola est entrée à 8h précises, elle ne m'a pas regardé. Elle ne s'est pas arrêtée à ma porte. Elle est allée directement dans son bureau, ses talons claquant sur le parquet, avec la précision rythmique et terrifiante d'un métronome. Pendant les 3 semaines suivantes, ce fut toute notre existence. Elle ne m'a pas viré. Elle ne m'a pas réprimandé. Elle a simplement retiré chirurgicalement mon humanité de notre relation de travail. Je n'étais plus Thomas, l'homme qui savait comment elle prenait son scotch et qui avait joué son faux petit ami devant une salle pleine de mondains de Greenwich. J'étais simplement le chef de cabinet, une application de planification en chair et en os. Nos conversations étaient réduites à des points. Les contrats Davies ont besoin de contre-signatures. Faites. Repoussez l'appel de Tokyo à jeudi. Faites. C'était une masterclass d'isolement professionnel. Elle me mettait à l'écart, se retirant derrière le mur de glace impénétrable qui avait fait d'elle une milliardaire en premier lieu. Et je ne pouvais pas la blâmer. J'avais tracé la frontière. Elle ne faisait que la renforcer, avec une efficacité mortelle. Mais les dommages collatéraux me ruinaient. J'ai arrêté de dormir. Mon appartement me semblait trop calme. Les néons du bureau trop durs. Même Claire l'a remarqué. Nous étions assis à l'îlot de la cuisine un dimanche matin, essayant de construire un système solaire en carton pour son exposé scientifique. J'avais accidentellement collé Jupiter à mon pouce pour la 2e fois. « Papa », dit Claire en posant son pinceau. Elle avait une traînée d'acrylique bleu sur le front. « Est-ce que tu vas te faire virer ?» J'ai arrêté de gratter la colle séchée. « Quoi ? Non, ma puce. »« Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que tu es triste. » Elle l'a déclaré avec la précision brutale et dévastatrice que seule une enfant de 7 ans possède. Tu as fait les mauvais pancakes toute la semaine et tu ne souris plus quand tu regardes ton téléphone. La dame patronne t'a crié dessus. J'ai regardé ma fille, son petit visage plissé d'une inquiétude sincère. Ma poitrine me faisait mal. J'avais passé des années à essayer de construire un monde parfaitement stable pour elle, l'isolant du chaos de mon travail exigeant et de l'absence de sa mère. Mais j'échouais. Ma misère s'infiltrait dans son atmosphère. Elle ne m'a pas crié dessus, Claire. Nous n'étions tout simplement pas d'accord sur la façon de résoudre un problème. C'est compliqué. Si c'est cassé, tu devrais juste le réparer, dit-elle logiquement, en reprenant son pinceau pour recouvrir agressivement Mars de rouge. Tu répares toujours tout.
J'ai regardé les planètes en carton désordonné et coloré éparpillées sur mon comptoir. Elle avait raison. Je gérais le chaos pour gagner ma vie. Je désamorçais des bombes d'entreprise et négociais des trêves entre des cadres instables. Mais quand il s'agissait de la seule femme qui comptait vraiment, j'avais paniqué et fui. J'avais laissé la peur d'une dynamique de pouvoir inégale me coûter la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Lundi matin, je n'ai pas trié ma boîte de réception. Je n'ai pas vérifié les projections trimestrielles. Je me suis assis à mon bureau et j'ai tapé une seule page de texte précise. Je l'ai imprimée, j'ai signé le bas à l'encre noire et je l'ai placé dans un dossier manille vierge. Quand l'horloge a sonné 9 heures, j'ai pris le dossier et je suis entré dans le sanctuaire intérieur. Viola se tenait près des fenêtres allant du sol au plafond, regardant l'horizon de Manhattan. Elle portait un tailleur gris ardoise, sa posture rigide, ses bras croisés fermement sur sa poitrine. Elle ne s'est pas retournée quand la porte s'est refermée. J'ai demandé le bilan trimestriel européen à 10 heures, Thomas, pas à 9 heures, dit-elle. Sa voix était plate, dépourvue de toute inflexion. Ce n'est pas le bilan trimestriel. J'ai traversé la vaste étendue du bureau et j'ai laissé tomber le dossier au centre de son bureau en acajou immaculé. Le son du papier frappant le bois était remarquablement fort. Viola s'est finalement retournée. Elle a regardé le dossier, puis moi. Ses yeux étaient vifs, calculateurs, cherchant un signe sur mon visage. Lentement, elle s'est approchée du bureau, a ouvert le dossier et a lu la seule feuille de papier. Elle n'a pas haleté, elle n'a pas crié. Elle est juste devenue parfaitement, terrifiante, immobile. Une lettre de démission, dit-elle, sa voix tombant à un murmure dangereux. Elle a levé les yeux, son masque se fissurant enfin, révélant un éclair de fureur pure et sans mélange. Vous démissionnez. Je donne mon préavis de 2 semaines, ai-je corrigé, en gardant ma voix stable malgré l'adrénaline qui martelait dans mes oreilles. Conformément à mon contrat de travail. Elle a pris le morceau de papier, ses jointures devenant blanches. Est-ce une tactique de négociation? Parce que si vous voulez plus d'argent, Thomas, vous avez fondamentalement mal interprété la situation. Il ne s'agit pas d'argent, Viola. Alors de quoi s'agit-il? Lança-t-elle, contournant le bureau, réduisant la distance entre nous. La colère qui émanait d'elle était palpable. Vous abandonnez le meilleur poste de ce secteur. Vous abandonnez votre poste. Pourquoi? J'ai tenu bon. Je n'ai pas reculé. Parce que je ne peux plus travailler pour vous, dis-je, ma voix baissant, abandonnant le ton vif et professionnel que j'avais utilisé pendant 3 ans. Je ne peux pas m'asseoir devant votre porte 60 heures par semaine et prétendre que ma poitrine ne se serre pas chaque fois que vous passez devant mon bureau. Je ne peux pas continuer à agir comme une application de planification humaine quand tout ce que je veux, c'est vous demander comment s'est passée votre journée. Viola a cessé de bouger. La fureur dans ses yeux s'est fracturée, remplacée par une vulnérabilité soudaine et déconcertante. Elle m'a fixé, sa respiration devenant courte. « Vous vous êtes reculé », a-t-elle murmuré. Le souvenir de cette nuit sur le canapé de son bureau pesait lourdement dans l'espace entre nous. « Vous avez choisi la porte. J'ai choisi la stabilité de ma fille, » ai-je rétorqué. La vérité a finalement éclaté. « Viola, vous êtes milliardaire. Vous êtes ma patronne. Vous tenez mon salaire, mon assurance maladie et les frais de scolarité de ma fille entre vos mains. Si nous franchissions cette ligne et que ça tournait mal, vous perdriez un employé. Moi, je perdrais ma vie. Je ne pouvais pas prendre ce risque. La dynamique de pouvoir était suffocante. J'ai montré le papier dans sa main. Alors, je supprime la dynamique. Viola a baissé les yeux sur la lettre de démission. Elle a tracé mon nom avec son pouce. Le silence dans le bureau s'est étiré, épais et lourd. Vous renoncez à votre carrière, dit-elle lentement, comme pour tester le poids des mots. Pour une chance. J'ai un CV formidable. Je peux trouver un autre travail, dis-je. Je fourrai mes mains dans mes poches pour cacher le léger tremblement de mes doigts. Mais je ne peux pas trouver une autre vous. Je ne veux pas être votre chef de cabinet, Viola. Je veux être votre partenaire. Et je ne peux pas être les deux. Elle a relevé les yeux vers moi. La PDG glaciale et intouchable avait entièrement disparu. Elle avait juste l'air fatiguée, soulagée et d'une beauté dévastatrice. Lentement, délibérément, elle a pris la lettre de démission à 2 mains et l'a déchirée en 2. J'ai cligné des yeux. « Viola,
Les ressources humaines ont besoin de ça pour le dossier. Les ressources humaines ne l'auront pas, dit-elle, déchirant les moitiés en quart et jetant les morceaux dans l'élégante corbeille en métal à côté de son bureau. Vous ne pouvez pas rejeter une démission. Je ne la rejette pas. Elle s'est approchée, le léger parfum de jasmin m'envahissant. J'accepte votre démission en tant que chef de cabinet, avec effet immédiat. Vous êtes officiellement au chômage. Alors pourquoi avez-vous déchiré la lettre? Parce que je ne veux pas de traces écrites quand je vous embaucherai comme nouveau vice-président des opérations, dit-elle. Un minuscule sourire sincère a finalement percé la tension. Vous rendrez compte directement au conseil d'administration, pas à moi. Nous serons des collègues, des égaux. La dynamique de pouvoir est dissoute. Je la fixais, stupéfait par la brillance pure et terrifiante de la manœuvre. Vous me promouvez pour pouvoir sortir avec moi. Je vous promeus parce que vous avez orchestré l'acquisition de Davies sans faille, et que vous êtes surqualifié pour gérer mon agenda, corrigea-t-elle doucement, en tendant la main. Ses mains se sont aplaties contre ma poitrine, glissant sous les revers de ma veste de costume. Le fait que je puisse maintenant vous emmener dîner sans violer la politique de l'entreprise est simplement un avantage secondaire. Le soulagement qui m'a envahi était stupéfiant. C'était comme poser un poids que je n'avais pas réalisé que je portais. J'ai levé les mains, couvrant les siennes, enroulant mes doigts autour de ses poignets. Son pouls battait la chamade sous mon pouce. « Vous êtes sûr de ça ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Parce que je viens avec une enfant de 7 ans qui s'attend à des vermicelles sur tout, et une mère qui essaiera certainement de vous faire manger trop de lasagne. Je gère des OPA hostiles avant le petit déjeuner, Thomas, murmura-t-elle, entrant dans mon espace, comblant le dernier centimètre entre nous. Je pense que je peux gérer un peu de lasagne. Quand je l'ai embrassée, il n'y a pas eu de feu d'artifice cinématographique, ni d'orchestre grandiloquent. Il y avait juste le bourdonnement silencieux des néons, la légère odeur de café, et la chaleur ancrée et désespérée de 2 personnes qui avaient enfin cessé de lutter contre leur propre gravité. Elle avait le goût de la menthe poivrée et du café de luxe, ses mains glissant pour agripper le col de ma chemise, comme si elle avait peur que je disparaisse. Je l'ai attirée plus près, enfouissant mon visage dans ses cheveux, la respirant. La glace avait enfin fondu. 3 mois plus tard, la Maybach s'est garée au bord du trottoir devant l'école PS 118. Je me tenais sur le trottoir avec 2 cafés. La porte arrière s'est ouverte et Viola est sortie. Elle ne portait pas un tailleur anthracite sévère aujourd'hui. Elle portait un jean foncé et un pull en cachemire, l'air tout à fait à l'aise dans la fraîcheur de l'automne. Les portes de l'école se sont ouvertes en grand et une vague chaotique d'enfants s'est déversée sur le trottoir. Claire a couru vers nous, son sac à dos rebondissant contre sa colonne vertébrale. « Papa, Viola !» Elle s'est jetée contre mes jambes, puis s'est immédiatement tournée et a serré Viola par la taille. Viola ne s'est pas raidie. Elle n'a pas hésité. Elle a posé une main doucement sur la tête de Claire, lui souriant. « Comment s'est passé l'exposé scientifique ?» a demandé Viola. « On a eu un B+, a annoncé fièrement Claire. Madame Higgins a dit que Jupiter était structurellement compromise, mais que la peinture était excellente. Un B+ est un retour sur investissement très respectable, a noté Viola, en prenant un des cafés de ma main. Je les ai regardés toutes les deux. La PDG milliardaire et la critique d'art de 7 ans, débattant de l'intégrité structurelle des planètes en carton. J'ai pris une gorgée de mon café, sentant la réalité chaude et solide du moment s'installer dans ma poitrine. Il n'y avait pas de salle de conseil, pas de baby showers, pas de dynamique de pouvoir. Juste une vie bancale, parfaitement négociée. Et pour la première fois depuis des années, les comptes étaient enfin bons. Si vous avez aimé cette histoire sur la politique de bureau, les dynamiques de pouvoir et la réalité compliquée de la monoparentalité, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Appuyer sur ce bouton d'abonnement aide à amener plus de drames réalistes et émouvants directement dans votre fil d'actualité. Avez-vous déjà eu à choisir entre votre carrière et votre cœur? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo et comme toujours, merci de votre écoute.